L'univers des récits des fantastiques est une toile infinie où l'imagination des créateurs tisse des mondes extraordinaires. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un extrait d'une œuvre intitulée Les Ombres de l'Ordre, un texte qui nous plonge directement dans un univers cyberpunk et mystique. C'est l'acte 3 du premier chapitre, et ça s'appelle Le marché des âmes. Rien qu'avec ce titre, on sent déjà l'ambiance, non? On est dans la cité souterraine de Mirador, la nuit. Imaginez une ville construite sous les ruines d'une capitale, baignée dans la lueur des néons. C'est un décor classique du cyberpunk, mais toujours aussi efficace pour installer une atmosphère à la fois fascinante et oppressante. Dans cette ville souterraine, il y a un marché. Mais ce n'est pas un marché ordinaire. Ici, on vend des artefacts, des cristaux et même des reliques vivantes. Cette description est brève, mais elle est incroyablement évocatrice. Elle suggère un monde où la technologie et l'organique se mêlent, où la morale est floue. Le terme relique vivante est particulièrement intrigant. Qu'est-ce que ça peut bien être? Des créatures génétiquement modifiées? Des êtres autrefois humains? Le texte laisse notre imagination faire le travail, et c'est une technique narrative très puissante. On ne nous donne pas toutes les réponses, on nous donne des pistes, des sensations. Nos héros, Isaac et David, ne sont pas seuls. Ils sont guidés par un personnage fascinant, Lyra. Elle est décrite comme une trafiquante mi-humaine, mi-augmentée. Encore une fois, on retrouve ce thème de la fusion entre l'homme et la machine, central dans le cyberpunk. Mais le détail qui la rend vraiment unique, ce sont ses yeux dorés et sa voix, douce mais dangereuse. C'est un archétype classique du personnage mystérieux, le guide qui en sait plus qu'il n'en dit. On ne sait pas si on peut lui faire confiance, et c'est ce qui la rend si captivante. Elle est l'incarnation même des contradictions de cet univers. La première réplique de Lyra est percutante. La clé du néant, hein? Vous n'avez aucune idée de ce que vous portez. Elle établit immédiatement son autorité et sa connaissance supérieure. Elle sait ce qu'est cet objet, alors que nos héros, et nous avec eux, sommes dans le flou. David, l'un de nos protagonistes, répond avec une sorte de lassitude résignée. Et ce que tout le monde me dit. Mais j'aimerais bien que quelqu'un m'explique. Cette réplique est excellente, car elle humanise David. Il n'est pas un héros omniscient. Il est perdu. Il est porteur d'un fardeau qu'il ne comprend pas, et il exprime une frustration tout à fait légitime. On peut facilement s'identifier à lui. La scène qui suit est purement visuelle et magique. Lyra se penche sur la clé et des runes s'activent autour d'elle. C'est là qu'on comprend que cet univers n'est pas seulement technologique, il est aussi magique. Ou du moins, il possède une technologie si avancée qu'elle en devient indiscernable de la magie. L'activation des runes est un spectacle visuel qui doit être incroyable à imaginer ou à voir sur un écran. La réaction de Lyra, presque fascinée, nous montre que même pour elle, qui a l'air de tout savoir, cet objet est exceptionnel. La clé n'est pas un simple gadget, c'est quelque chose de puissant et d'ancien. Et c'est là que vient la grande révélation. Lyra explique enfin ce qu'est la clé du néant. C'est une interface entre deux dimensions. Voilà, le concept est là lâché. On quitte le simple thriller cyberpunk pour entrer de plein pied dans la science-fiction cosmique, voire le fantastique. L'idée que la technologie du gouvernement ne vient pas de leur monde, mais de l'autre côté du voile, ouvre des possibilités narratives absolument énormes. C'est une révélation qui redéfinit complètement les enjeux de l'histoire. Isaac, qui était resté silencieux jusqu'à présent, pose la question que tout le monde se pose. L'autre côté du voile, le néant. Le mot est là lâché, le néant. Un terme qui évoque le vide, l'inconnu, le danger absolu. Lyra confirme. Exact. Et elle ne s'arrête pas là. Elle révèle le cœur du complot. Le gouvernement a signé un pacte, le pouvoir contre le âme du monde. C'est une phrase d'une puissance incroyable. On comprend que le conflit n'est pas juste politique ou technologique, il est spirituel, existentiel. Le gouvernement n'est pas juste corrompu. Il a vendu l'humanité à une entité d'une autre dimension. Et la place de nos héros dans tout ça? Vous avez volé la serrure. Quelle image! Isaac et David ne sont pas juste des rebelles, ils sont les détenteurs involontaires de l'outil qui pourrait tout changer.
Lyra leur donne alors leur mission, leur quête. Si vous voulez les faire tomber, il faut briser le sceau du pacte, dans la tour du silence. Chaque mot est chargé de sens. Le sceau, le pacte, la tour du silence. On est en plein dans une mythologie qui se construit sous nos yeux. C'est épique, c'est grandiose. On sent que l'aventure va prendre une toute nouvelle dimension. La scène se termine sur un échange très court mais très intense entre Isaac et David. Après un silence qui doit être lourd de tout le poids des révélations qu'ils viennent d'entendre, David regarde Isaac et demande simplement « On y va ?» C'est une question simple, mais elle contient tout. La peur, l'incertitude, mais aussi la confiance qu'il place en son ami. La réponse d'Isaac est immédiate, sans hésitation. Oui, c'est la décision du héros, l'acceptation de son destin. Et la dernière phrase est tout simplement magnifique. Elle résume parfaitement l'esprit de l'aventure qui les attend. Si on meurt, au moins, ce sera pour la vérité. Cette réplique donne la chair de poule. Ce n'est pas la gloire, ni la richesse, ni même la victoire certaine qui les motive. C'est la vérité. C'est un idéal noble et puissant. Ils sont prêts à tout sacrifier, non pas pour gagner, mais pour révéler la vérité au monde. C'est une conclusion parfaite pour cette scène, qui nous laisse sur une note d'espoir et de détermination face à un danger colossal. En analysant cet extrait, on voit à quel point l'auteur maîtrise les codes du genre tout en y injectant une mythologie propre et fascinante. En quelques lignes, il crée un univers riche, des personnages attachants et des enjeux cosmiques. Le rythme est parfait, alternant dialogues percutants et moments de révélation pure. On passe de l'ambiance sombre du marché souterrain à une quête épique pour sauver l'âme du monde. Chaque réplique est ciselée, chaque description est évocatrice. On a envie de savoir ce qui va se passer ensuite, de suivre Isaac et David dans la tour du silence, de découvrir les secrets du néant. C'est la marque d'une excellente écriture. Cet extrait est une véritable leçon de world building et de narration. Il nous montre comment, avec peu de mots, on peut construire un monde complexe et captivant. C'est le genre d'histoire qui nous rappelle pourquoi on aime la science-fiction et le fantastique, pour cette capacité à nous faire voyager, à nous faire réfléchir sur des concepts comme le pouvoir, le sacrifice et la vérité. J'espère que cette analyse vous a plu et vous a donné envie de découvrir plus d'univers, comme celui des ombres de l'ordre, te le dit-on sans tous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette scène. Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt pour une nouvelle exploration narrative. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer